20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Ils sont 243 000 élèves à tenter de décrocher le premier diplôme de leur vie. Ce 24 juin, grand jour pour les CM2 qui passent le certificat de fin d'études élémentaires et l'entrée en 6e, une occasion saisie par nos reporters pour s'intéresser de plus près à cet examen qui a connu de nombreuses évolutions au fil des années. Grève de la faim annoncée chez les ex-agents de l'AGEP, du FNPJ, de l'ADEJ et de l'ANAMA. Au total, pas moins de 200 employés qui n'excluent pas d'observer une jet si rien n'est fait pour qu'ils intègrent la neige. Une promesse que leur avait faite le chef de l'État et qui jusqu'ici n'a pas été tenue. En Mauritanie, la victoire du général Mohamed Ould Abdelaziz contestée par son principal adversaire. Mohamed Eli Ould Val accuse le président Aziz d'avoir organisé les élections à sa convenance et conteste les contenus des procès-verbaux au moment où des observateurs de la société civile dressent un bilan positif de leur mission d'observation. Au Brésil, encore un champion du monde éliminé au premier tour après l'Espagne et l'Angleterre. L'Italie rentre à la maison et pour ce qui est des équipes africaines, la Côte d'Ivoire va jouer son va-tout ce soir face à la Grèce et la Colombie affrontera le Japon. Voilà pour les titres et tout de suite, nous passons au titre du journal de la campagne avec Fatima Ba. À la une de l'actualité de ce journal de la campagne, première caravane de Farba Senghor, le leader du Parti sénégalais pour le développement de l'Afrique, était à Sandaga où il a rencontré les commerçants. À Diender, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar compte sur le soutien de Youssou N'Dour et Moustapha Diakhaté pour développer la ville. Dans notre rubrique La campagne 2, nous parlerons du travail des gardes du corps, une affaire qui rapporte gros en cette période de campagne électorale. Et puis le mot de l'électeur, la parole est aux populations de la zone de captage et de la cité Faisal, moustiques et inondations, leurs difficultés. Voilà pour les titres. Merci Fatima, on te retrouve tout à l'heure. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Un journal que nous allons ouvrir avec l'éducation ce 24 juin. Un grand jour pour les élèves en classe de CM2 qui vont se soumettre à leur premier examen. L'entrée en 6e, le Sésame qui ouvre la voie aux études secondaires. 243 000 élèves vont tenter de le décrocher cette année. L'occasion pour nos reporters de s'intéresser à l'évolution de ce concours. Aminata Mbaresso, Modou Diop. Son examen d'entrée en 6e remonte à 1968, une date des souvenirs pour Babacar Sidibé, directeur de l'école élémentaire El Hadj Amadou Lamine Diène. Ce qui m'a le plus marqué, c'est peut-être l'épreuve de français, la dictée. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'était un texte que nous avions déjà eu à faire à l'école. C'était un grand événement en ces temps-là, parce que le Sénégal disposait de peu de lycées en ce moment. Il y avait environ 7 lycées. Et quand on est admis, c'est comme si aujourd'hui, quelqu'un qui a le bac. L'entrée en 6e, un examen qui représentait beaucoup pour cet agent municipal à la retraite. On peut dire que ça représentait un grand honneur et prestige pour nous. Surtout envers nos familles, envers nos parents. Des années 60 à nos jours, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le certificat de fin d'études élémentaires est aujourd'hui autrement considéré. Je rêvais surtout de faire de très longues études. De très longues études. Parce que aussi, très souvent nous faisons un parallèle entre notre situation réellement vécue et ce que nous envisageons. Ce 24 juin, ils sont près de 243 000 à se présenter au certificat et à l'entrée en 6e. Des conseils pour les candidats, plus de rigueur dans le travail. Grève de la faim des ex-agents de l'AGEP, du FNPJ, de l'ANEJ et de l'ANAMA. Ils sont plus de 200 et menacent d'observer une diète si rien n'est fait pour leur permettre d'intégrer l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Et pour cause, suite à la dissolution de leur entreprise, le chef de l'État leur avait promis de les recaser au niveau de l'ANEJ. Une promesse qui jusqu'ici n'a pas été tenue. Aliou Kane, Aliou Diagne. AGEP, FNPJ, ANEJ et ANAMA, telles sont les agences dont la dissolution a été décidée par un décret présidentiel en janvier dernier. Plus de 200 agents sont au chômage suite à cette décision du chef de l'État. Le président de la République
lors de sa sortie, n'est-ce pas, à la nation pour le mois de décembre dernier, il avait dit que donc on allait fusionner, on allait regrouper. Mais malheureusement, c'est un décret de suppression qui justifie aujourd'hui une perte d'emploi. Ils ont supprimé les 4 structures, ils ont créé une nouvelle structure, n'est-ce pas, appelée ANPEJ. Et le paradoxe dans ça, ils ont pris nos bureaux, ils ont pris nos véhicules, ils ont pris nos budgets. Au moment où nous parlons, ils ont pris tout ce qui est mobilier, n'est-ce pas, de ces différentes structures-là. Nous sommes au nombre de 227. Les ex-agents disent subir les désagréments liés à la perte de leur emploi et annoncent une grève de la faim pour mieux se faire entendre. Le plan d'action, nous allons observer une grève de la faim à la synthèse le mercredi. Nous n'allons pas nous laisser faire, comme j'ai l'habitude de le dire. Toute injustice est à combattre sous toutes ses formes. C'est une injustice, n'est-ce pas, que l'État du Sénégal nous a fait subir. Nous allons porter sentinelle, n'est-ce pas, de ce refus-là. Donc, il faut quand même que la vérité soit rétablie. Ce que nous demandons, c'est qu'on nous restaure notre dignité, notre crédibilité, c'est-à-dire notre travail. Nous ne sommes pas prêts à prendre de l'argent, n'est-ce pas, pour investir ailleurs. Ce que nous voulons, qu'on nous redonne nos postes et qu'on continue à travailler. Le président Macky Sall a manqué à sa promesse de muter ses agents dans l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, selon le collectif des structures en charge de l'emploi qui prend son mal en patience. Enfin, la signature d'une convention collective pour le secteur du nettoiement, une démarche qui annonce des jours meilleurs pour les Sénégalais qui s'activent dans ce domaine. Cette convention, une aubaine pour les travailleurs, les autorités leur assurent une meilleure prise en charge et de meilleures conditions de travail. Makital Diafaraba. Le feuilleton des perturbations du secteur du nettoiement pourrait bientôt connaître son épilogue. L'État, à travers une convention collective, s'engage à réglementer les conditions des travailleurs de ce secteur. Nous venons de signer la première convention qui va gérer un secteur stratégique important, le secteur du nettoiement, avec des avancées importantes. Maintenant, les relations entre les travailleurs dans le secteur avec leurs employeurs sont réglementées. Les conditions de recrutement, les conditions pour avancer, les conditions salariales, les conditions de prise en charge en ce qui concerne les questions de santé et sécurité au travail. Nous sommes arrivés à une convention importante. Les techniciens de surface voient à cette signature l'aboutissement d'une longue lutte et espèrent que les résolutions vont être concrétisées sur le terrain. C'est une victoire pour tous les travailleurs du nettoiement. Donc le Front unitaire aujourd'hui a marqué un point essentiel, ne serait-ce qu'au moins pour une prise en charge efficiente des préoccupations des travailleurs. Je pense que signer c'est bien, mais la matérialisation sur le terrain aussi nous impose aujourd'hui d'assurer le suivi par rapport au travail qui a été fait depuis lors. Face à la menace d'observation d'une grève de la faim par les travailleurs des agences dissoutes, le ministre assure que l'État prendra des dispositions et appelle ces derniers à la table des négociations. Je pense que les dispositions sont prises au niveau de l'inspection du travail pour les contacter, pour discuter. La grève de la faim n'est pas une arme. Les acteurs du secteur du nettoiement espèrent avec cette convention au moins 5 années de stabilité, avec comme objectif zéro turbulence, afin que l'envahissement des rues par des tas d'ordures ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Rappel à l'ordre des plénipotentiaires des partis politiques et coalitions par le préfet de Dakar. Et pour cause, à une semaine du scrutin, moins d'une dizaine de listes sur 200 respectent l'article L59 du Code électoral. Un article qui stipule l'obligation pour les politiques de demander l'autorisation de manifester et de préciser l'itinéraire emprunté par leur caravane pour des élections apaisées. L'autorité a par ailleurs exhorté les concernés au respect des textes pour ce qui reste de la campagne électorale. Diatala Younous Diata. Depuis le 14 juin, des caravanes de partis politiques ou de coalitions sillonnent les rues de la capitale, avec de la musique à fond, des concerts de klaxons et autres animations. Et pourtant, moins de 1% de ces organisations ont droit de le faire pour avoir décliné au préalable leur itinéraire. Conséquence, la violence s'accentue et le préfet de Dakar invite les politiciens à la retenue. On s'est rendu compte que sur les 202 listes que nous avons dans le département de Dakar, il y a très peu, à peine 5 ou 10 qui ont déposé leur programme de campagne. Or, le fait de ne pas déposer est une violation des dispositions de l'article L59 qui stipule que les candidats, dans le cadre de la campagne électorale, doivent 24 heures au moins déclarer leurs activités.
Ce que cela donne comme conséquence de façon malheureuse, c'est que quand vous ne déclarez pas, l'administration n'est pas informée, la police n'est pas informée, nous ne pouvons pas prendre les mesures de sauvegarde par anticipation pour éviter qu'il y ait confrontation. Et malheureusement, à Dakar, ce qui se passe, c'est que les caravanes se retrouvent dans les rues à défaut d'avoir fait les déclarations. L'autorité préfectorale a en outre rassuré que toutes les dispositions ont été prises pour une bonne organisation du scrutin. Sur l'ensemble des centres de vote retenus dans le département de Dakar, tous les centres ont reçu le matériel lourd. Maintenant, il reste le petit matériel que nous sommes en train de conditionner, que nous mettrons à leur disposition. Mais nous avons également voulu attirer leur attention sur un fait, en termes d'interprétation de l'article L67 du Code électoral, pour leur dire que ceux qui votent dans les bureaux de vote, ce sont ceux qui sont inscrits dans ces bureaux de vote. En 10 jours de campagne électorale, beaucoup de sang a coulé et des dégâts matériels enregistrés dans certains quartiers de Dakar. Nous voilà à la dernière ligne droite, espérant que l'escalade de la violence va s'estomper. Direction la Mauritanie, où la victoire du général Mohamed Ould Abdelaziz est contestée par l'ancien président mauritanien. Mohamed Ould Val accuse le président Aziz d'avoir organisé les élections à sa convenance et conteste les contenus des procès-verbaux. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par notre confrère de la RFM, Alsan Samba Diop. Cette élection en Mauritanie s'est passée de façon tout à fait unilatérale. L'actuel chef de l'État n'a pour concurrent que lui-même. Et donc toute l'opposition essentielle a été à boycotter totalement ce scrutin. Et évidemment, ce scrutin aussi s'est passé dans des conditions qui sont des conditions que tout le monde connaît. Il y a une CNI désignée par lui et pourvue d'un budget de quelques milliards d'ouïas et qui faisait campagne pour lui. Des chefs de bureau uniquement désignés par lui et donc tous les PV étaient si vous voulez confectionnés et signés par l'ensemble de son propre personnel et par conséquent tout résultat qu'il veut obtenir, il peut l'obtenir. Mais ils ont dit officiellement qu'ils ont obtenu 52%. 52% c'est 700 000 Mauritaniens. Alors vous voyez, même les chiffres officiels montrent largement que la population mauritanienne n'a pas été au vote, alors que même la réalité, et ça c'est les chiffres qu'eux-mêmes ont donnés et qu'ils ont gonflés pour les raisons que je viens de citer. Des accusations de l'ancien chef d'État mauritanien qui surviennent au moment où la société civile dresse un bilan positif de sa mission d'observation. Pour les 30 membres de l'organisation, le scrutin s'est déroulé dans un climat de paix. Mais seule fausse note Sarah, la lenteur notée dans le processus de retrait des cartes électorales et la difficulté pour les populations de localiser les centres de vote. Cher Bassirou Sarr est le porte-parole de ces observateurs. Il est au micro de nos envoyés spéciaux en Mauritanie, Barkaba et Khalil Ndiaye. À l'issue de leur observation, il ressort les constats suivants. Point fort, le climat général de paix et de sérénité qui a marqué le scrutin. L'absence d'incidents majeurs de nature à entacher la sincérité du scrutin. La bonne tenue du scrutin. Une mobilisation satisfaisante des électeurs, en particulier celle des femmes. Une présence effective et non intimidante des forces de sécurité dans tous les bureaux de vote. Point faible. La difficulté du retrait des cartes d'électeurs par certains citoyens, la difficulté d'orientation de certains électeurs, le problème de localisation de certains bureaux de vote, la non-maîtrise des procédures de dépouillement par certains membres du bureau de vote. L'actualité, c'est aussi le journal de la campagne avec Fatima Tabar. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Première caravane de Farba Senghor depuis le début de la campagne pour les locales. Le leader du Parti sénégalais pour le développement africain était à Sandaga où il a rencontré les commerçants. Il promet de grandes infrastructures. Nafissatou Silla, Colossissé. Farba Senghor à l'assaut de Sandaga, un potentiel électoral de la commune de Dakar Plateau, une façon de prouver son attachement aux commerçants. Donc je tâte le pouls des électeurs, mais je pense que dans l'ensemble, cela se passe très bien. Il y a un attachement entre les militants, les habitants de Dakar Plateau et moi-même. Si vous voyez dans ma liste,
il y a les têtes de file des marchands ambulants. Il y a d'abord Siré Diop, il y a Dansoko qui est le président de Boukinis. Les marchands ambulants auront leur poste d'adjoint, les Lébous auront leur poste d'adjoint, les Libanais auront leur poste d'adjoint. Durant cette caravane, le prétendant à la mairie de Plateau n'a pas manqué de décliner son ambition pour le plus grand marché de Dakar et ses alentours. Nous allons faire comme la Chine, nous allons faire comme la Malaisie. Nous demandons aux investisseurs nationaux, sénégalais et étrangers de venir construire des buildings de 40 étages et plus. Nous allons installer des centres commerciaux, nous allons y faire des résidences. Il n'y aura plus de déguerpissement. Dakar sera une ville très belle, chacun aura sa place, personne ne sera plus déplacé. Et Sandaga, je vais reconstruire un grand building commercial au niveau de Sandaga. Je vais faire une tour jumelle. Et ça, la mairie peut prendre en charge tout cela. Il faut avoir de la vision. Les maires que nous avons jusque-là n'ont pas de vision. Nous allons transformer Dakar. Le cortège du leader du Parti sénégalais pour le développement africain a sillonné les artères de l'avenue Lamine Gueye, Sandaga, l'avenue Blaise Diagne et les quartiers périphériques. Pour rappel, Dakar Plateau est entre autres convoité par Diopsi de la coalition Benno Bokk Yakaar et Aliou Ndoye de Taxawu Ndakaaru. Mauvaise gestion foncière, problème d'électrification, insalubrité, ce sont là les préoccupations des populations de Dara Djolof selon Mao Ndiaye, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il promet des solutions dans 6 mois en cas de victoire de sa coalition dans la commune. Ces propos sont recueillis par Modou Mbaye. C'est l'engagement de la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Sur la base du programme qui a été élaboré, nous avons pensé qu'il y a des urgences dans cette commune. Elles peuvent rappeler comme suit. Nous avons le problème de la gestion foncière. Nous avons le problème de l'électrification de la commune de Dara, l'extension du réseau d'eau potable. Nous avons la gestion des ordures ménagères et nous avons la gestion du forail. Et le 4e point, c'est la coopération décentralisée. Nous pensons que nous devons prendre un engagement ferme et réaliste pour que dans les 6 premiers mois de l'année, que nous puissions envisager tous les chantiers possibles pour qu'en début 2015, que le problème de l'eau et de l'électricité puisse être réglé définitivement dans cette commune. Que le problème des ordures soit réglé définitivement, qu'on puisse trouver quelles sont les solutions pour que la commune de Dara soit l'une des communes les plus propres du Sénégal. Abdoulaye Wade continue ses marches bleues, mais cette fois-ci à l'intérieur du pays. Première étape, Louga, dans la capitale du Ndiambour. L'ancien président de la République a invité les électeurs à voter pour la candidate du PDS dans cette localité. Il a eu droit à un accueil chaleureux. Après Louga, le secrétaire général du PDS est attendu à Koki, Dara Djolof, Linguère, puis Matam. Conquête de la mairie de Ourossogui. 4 candidats veulent renverser l'équipe municipale actuelle dirigée par Samba Siré Dia, candidat à sa propre succession. Une bataille rude qui s'annonce, nous dit Ali Bandelian. La bataille de Ourossogui aura bel et bien lieu. Ville Carrefour, capitale économique de la région de Matam, Ourossogui vit intensément les activités politiques des différentes listes en compétition pour son contrôle le 29 juin. Caravanes, meetings et conférences de presse, toutes les initiatives sont permises pour faire passer le message. Nous voulons gérer dans la transparence, nous voulons gérer dans l'intérêt des populations et aussi mettre l'accent au niveau de la formation et de l'éducation. Et ça, je pense que le projet, disons la coalition Benno Bokk Yakaar a un programme extrêmement précis et qui sera, disons, expliqué et explicité au niveau des populations pour que, au soir du 29 juin 2014, la liste puisse sortir victorieuse et mettre en place une équipe municipale compétente composée de cadres de très haut niveau et d'hommes d'expérience qui ont fait leurs preuves sur le terrain. La coalition formée autour du PS et conduite par le jeune avocat n'a jamais raté un seul après-midi pour animer la ville. Le besoin de changement, il est imminent. C'est un besoin réel. Nous avons une ville où il y a un véritable problème d'eau. Nous avons une ville où il y a un véritable problème d'éclairage public. Une ville qui fait partie des villes les plus sales de la région de Matam. Raison pour laquelle, je peux dire aujourd'hui, c'est toute la population de Ourossogui aujourd'hui qui porte ma candidature. Je ne dis pas que je ne suis pas candidat de mon propre chef,
mais c'est un besoin réel des jeunes, des femmes, des vieux et toutes les personnes, et même des immigrés, toutes les personnes qui veulent vraiment faire de Ourossogui centre d'intérêt économique de la région de Matam. Samba Sirédia, le maire sortant, garde lui toute sa sérénité avec ses partisans investis sous la bannière des Verts. J'ai la ferme conviction que je peux retourner demander un second mandat aux populations de Ourossogui. J'ai un bilan à présenter. Je jure sur le Saint-Coran, si je n'avais pas travaillé, si je n'avais pas fait de réalisation, si je n'avais pas de bilan positif à présenter, je ne me présenterai jamais devant les populations pour demander un second mandat. Conscient du travail que j'ai accompli pendant ces 5 ans, dans le cadre des domaines de compétences transférés, dans le social, dans les rapports humains qu'un maire peut avoir avec ces populations, je crois avoir un bilan positif. Après un meeting réussi à la place publique de la ville, le 4e candidat Djibi Nalassi poursuit lui aussi ses manifestations et autres visites de proximité pour tenter de convaincre le maximum. Ibrahim Ndoye compte sur l'influence de Youssou Ndour et de Moustapha Diakhaté pour développer la ville de Diender dont il est le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il a organisé une caravane dans les rues de la localité. Il est au micro de Patrick Toker. C'est de mobiliser toutes les forces de Diender autour des problèmes, des solutions sur le plan agricole. Parce qu'on a les terres, on a l'eau, on a les têtes, les ressources humaines pour le faire, mais on n'a pas les moyens financiers. On va essayer d'attirer les investisseurs de gauche à droite. On compte sur le président Moustapha Diakhaté, qui a un réseau extrêmement dense dans ce domaine, avec l'appui du gouvernement. Mais sur le plan international, on a M. Youssou Ndour. Donc, on est rassuré par rapport à ça. On a discuté dans la voiture et on va essayer de faire le maximum, en tout cas pour faire dans les prochaines années de Diender, en tout cas une ville de rêve. Hymne ou chanson de campagne devenue monnaie courante au Sénégal lors des campagnes électorales. Nombreux sont les candidats qui disposent de tubes ou slogans dans ce sens. La touche de Koutia s'invite également dans la campagne de certains candidats. Ibrahim Khan. À chaque candidat, son hymne dans cette campagne électorale. Des slogans, des chansons, des hymnes sont entonnés par les militants pour prêter main forte à leurs candidats respectifs. À Grand Yoff, les partisans d'Aminata Touré, quant à eux, se sont inspirés du comédien Koutia pour accompagner la tête de liste de Benno Bokk Yakaar dans la localité. À Grand Dakar, une chanson est créée pour les besoins de la campagne de la tête de liste de la coalition Taxawu Ndakaaru. C'est un tube particulier, vraiment de par la résonance, de par son contenu, et particulier aussi de par les gens qui l'ont composé. Et je vais vous dire aujourd'hui que ce sont les handicapés de Grand Dakar qui ont composé ce tube-là en guise de contribution à la campagne de Jean-Baptiste Diouf. Parce qu'en fait, c'est des handicapés qui sont suffisamment motivés, qui, en tout cas, le maire Jean-Baptiste dira tout son quinquennat, en tout cas, n'a reçu aucune couche. Et cette couche-là a été une couche défavorisée, mais en fait supportée par Jean-Baptiste. Je peux même vous dire aujourd'hui que dans notre quinquennat, dans le cadre de la coopération décentralisée, on a même eu à le trouver de financement pour unité de production, de transformation des fruits et légumes. Donc en fait, je peux dire aujourd'hui que c'est un tube qui est venu à son heure. Le phénomène devient de plus en plus une institution chez les candidats aux élections. Pour rappel, le ton avait été donné en 2007 avec Gorgui Dollignou de Pape et Cheikh pour accompagner Abdoulaye Wade. En 2012, Doudou Ndiaye Mbengue avait également sorti un tube pour la campagne de l'actuel chef de l'État. La campagne électorale, une période qui rapporte gros aux gardes du corps et autres spécialistes de la sécurité. Ils sont généralement lutteurs ou pratiquants d'arts martiaux qui offrent leurs services aux candidats. C'est un reportage signé d'Issaprera Mardia. On les identifie par leur carrure et leur port vestimentaire. Chaque jour, ils suivent les candidats dont ils assurent la sécurité. Ce sont les gardes du corps.
La campagne électorale, pour eux, c'est une période de traite. En campagne, on renforce la sécurité et on gagne jusqu'à 30 000 francs le jour. S'occuper de la sécurité d'un candidat, une tâche risquée, mais en période de campagne, les gains sont appréciables. Du coup, des équipes se forment et mettent leur force de bras au service du plus offrant. C'est très difficile de faire de la sécurité et très risqué, mais beaucoup de jeunes maintenant travaillent dans la sécurité. Nous avons une petite entreprise de sécurité et c'est notre responsable qui trouve les marchés et il nous appelle pour travailler. On peut se retrouver avec 50 000 francs par jour. Ils sont lutteurs, spécialistes des arts martiaux ou simples gros bras avec ou sans formation en matière de sécurité qui, pour quelques billets de banque, mettent en permanence leur vie en danger. Mot de l'électeur, la zone de captage, un nouveau quartier, mais déjà beaucoup de complaintes. Les moustiques, le souci majeur des habitants à cause du canal d'évacuation des eaux usées. Le futur maire est attendu sur cela. Salimata Aoussek, Alundjani. Ce canal, principal problème des habitants de la zone de captage. Dans tout le quartier, les plaintes sont les mêmes. Parce que un peu partout sur le corps. Les moustiques, l'odeur nauséabonde, les garages des mécaniciens, un cocktail explosif. Parce que les fibres, l'eau est sale et puis on ne parvient pas à respirer. On n'a pas de poste de police, c'est pas du tout normal, on est obligé d'aller jusqu'à Grand Yoff. Grand Yoff, ben poste police. Au futur maire, le travail risque d'être très difficile. 4 heures du matin, mais je taxaw fi ba gardien bi génn fi ak amuma auto du nango dem parce que sécurité amu fi. On veut des routes et l'assainissement du quartier. Une fois élu, ce qu'il doit faire en premier lieu, c'est d'évacuer l'eau qui est là. La zone de captage est confrontée à un véritable problème d'assainissement. Le quartier est situé sur une zone en forme de cuvette. Les populations demandent au futur maire de respecter les promesses de campagne. Autre localité, Faïsal, la belle cité des années 90, construite pour les cadres de l'administration sénégalaise. La localité a perdu son lustre d'antan. Les inondations, principale préoccupation des habitants. C'est un reportage signé Aïssatou Païfal. Cité Faïsal, un nom, une localité, une image. La bourgeoisie et le confort. Hélas, la belle a tout perdu, de sa beauté physique et intérieure. La cité Faïsal qu'on connaissait en 1995, quand les Djiboka étaient là, les landing sané, on jouait jusqu'à 6 h du matin. On n'a plus d'air de jeu. Hein? On jouait là-bas, vous avez vu la bande verte là, qui est là-bas, mais on voulait qu'on mette ça un parking de sportifs pour les vieux ou bien les enfants pour qu'ils se promènent le soir, mais on n'a plus, tout le monde reste chez eux. Une image balayée par les eaux de pluie et un lac qui quitte souvent son lit pour troubler le sommeil des populations de la cité. Des problèmes d'inondation pendant l'hivernage, quand il pleut, même si il pleut un petit peu, les ruelles s'inondent. Là, on n'a pas de lumière, les ruelles ne sont pas balisées, comme on dit. Les égouts ont aussi un problème. Lorsqu'il pleut, on est obligé de mettre des bottes pour pouvoir sortir. L'assainissement en est un autre. Au futur maire, il lance un cri du cœur. Qu'il nous aide à faire les ruelles, la lumière, l'eau, qu'il puisse évacuer normalement quand il pleut. Je ne sais pas qui sera le futur maire, mais sa tâche ne sera pas facile. Il faut qu'il améliore notre environnement. Il y a beaucoup de notables qui habitent ici et qui ne peuvent pas battre le macadam, comme le font les autres. Beaucoup de plaintes de la part des habitants. Entre autres problèmes, l'assainissement, l'éclairage des rues. Le futur maire a du pain sur la planche.
Il s'appelle Ousmane Amadou Ndiaye, il est natif des HLM, enseignant de formation. La tête de liste de la coalition Wa HLM veut diriger la mairie de sa localité, sécurité, culture et santé, les points saillants de son programme. Son portrait nous est dressé par Dissa Prera. Ousmane Amadou Ndiaye est un fils des HLM qui a fait ses humanités dans la commune. Enseignant de formation, aujourd'hui, il décide de mettre son expérience au service de ses concitoyens. Un enseignant, c'est un syndicaliste, mais également, surtout, c'est un planificateur de l'éducation qui aujourd'hui a pour ambition de vouloir développer la commune d'arrondissement des HLM. Je veux me distinguer par rapport à mes concurrents et frères pour dire, si je suis élu maire, je prends l'engagement dans les 3 ans, si je ne réalise pas les 80% de ce programme, je vais démissionner. Parce que comme on dit, il est trop facile de dire, donnez-moi la mairie, on te confie la mairie et pendant 5 ans, vous faites autre chose que les engagements que vous avez eu à prendre. Pour avoir la confiance des HLMois, la tête de liste de la coalition Wa HLM axe son programme autour du social, de la santé, de l'éducation et de la formation, ainsi que du cadre de vie. Que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation et de la formation, que ce soit dans le domaine de l'emploi, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de la culture, de l'environnement et du cadre de vie. Nous savons que la mairie a les possibilités effectivement de pouvoir évoluer et d'amener une valeur ajoutée. Au-delà des ressources internes de la mairie, nous comptons développer ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Nous comptons utiliser notre réseau relationnel au niveau national et international pour apporter une valeur ajoutée. Ousmane Amadou Ndiaye et Wa HLM, sa coalition appelle les autres candidats à la paix et au respect. Il s'engage à démissionner s'il ne réussit pas sa mission au bout de 3 années d'exercice. Voilà, Sarah, ce jingle met fin à ce journal de la campagne. Merci Fatima, on te retrouve demain avec grand plaisir et tout de suite, c'est parti pour le sport. Le sport avec des nouvelles du mondial. Arrivederci Italia ou au revoir l'Italie battue par l'Uruguay sur le score de 1-0. Un résultat donc qui qualifie les Uruguayens en 8e de finale. Dans l'autre match du groupe D, le Costa Rica et l'Angleterre ont fait match nul, 0 but partout. Et puis depuis 20h se jouent 2 matchs du groupe C avec la Côte d'Ivoire qui affronte la Grèce. C'est 0 but partout jusqu'au moment où nous vous parlons. Et puis pour Colombie-Japon, la Colombie a donc 1 point et le Japon, rien du tout. Et tout de suite, nous passons. On reste au Brésil, Sarah, et justement après la large victoire des Brésiliens sur les Camerounais avec un score de 4-1, la sélection connaît déjà son prochain adversaire qui n'est autre que son voisin sud-américain, le Chili. Pour les supporters rencontrés, on pense déjà à la victoire brésilienne. Un reportage de nos envoyés spéciaux Mam Fatundoy et Moharma. Marée jaune à Brasilia, dans les gradins, aux alentours et sur le terrain. Au final, le score est peut-être flatteur vu le jeu proposé par la Seleção, mais l'objectif est atteint, une victoire devant les Lions indomptables. It was a great match and Brazil did make a great play. Face aux Lions indomptables, les Brésiliens ont fait une bonne prestation. Vous avez tous remarqué que Neymar a brillé. Le Brésil a gagné, même si le groupe a souffert à un certain moment. I'm happy, but I'm a little sad because I love Africa. After Brazil,
Le Cameroun qui peut toujours se consoler d'avoir marqué un but dans cette compétition. Matip égalisant à la 26e sur un bon centre de Yom. Alors que 10 minutes avant, Neymar illuminait de son talent le stade Mané Garrincha. Le deuxième but du numéro 10 est tout aussi beau. Les défenseurs camerounais sont plus spectateurs qu'acteurs devant le joueur du FC Barcelone. Les Brésiliens creuseront l'écart dès l'entame de la deuxième mi-temps. Un but de Fred, son premier de la compétition, toutefois entaché d'un hors-jeu oublié par l'arbitre. Fernandao marquera un dernier but pour sceller la qualification des Brésiliens qui rencontreront en huitième de finale les Chiliens. Un vrai test pour les hommes de Luis Felipe Scolari. Les Chiliens jouent bien, mais aussi il ne faut pas oublier que le Brésil est une grande nation de football. Tout ce que je peux vous garantir est que nous allons décrocher notre ticket qualificatif pour les quarts de finale. Lors de la dernière Coupe du Monde, les Chiliens avaient perdu. J'imagine qu'ils sont conscients de leur élimination à ce stade de la compétition. Le Brésil a toutes les chances pour décrocher une qualification car la Seleção joue à domicile. Voilà, le match donc s'est achevé ici au stade de Mané Garrincha sur le score de 4 buts à 1 en faveur des Brésiliens. Les Brésiliens, sans trop forcer leur talent, ont réussi à s'imposer devant un Cameroun naïf encore une fois. Alors comme vous le voyez derrière moi, le prochain match ici se jouera le 26 juin, match décisif entre le Ghana et le Portugal. Mamfatou Ndoye, Mor Harma depuis le stade Mané Garrincha pour la TFM. Retour chez nous à présent avec du volleyball et cette internationale sénégalaise de la discipline qui initie un stage conçu spécialement pour des jeunes filles venues de différentes localités. Objectif, encadrer ces filles qui a priori peuvent assurer la relève. Reportage au Stadium Marius Ndiaye, Chertidiane John et Youssou Baro. Toutes sont intéressées par le volleyball. Ces filles sont âgées de 13 à 18 ans. L'effectif tourne autour de 20. Elles viennent quasiment de toutes les localités pour subir un stage sur la discipline. À ces jeunes-là de bénéficier des connaissances de volleyballistique par un entraîneur étranger qui s'appelle Henriette Terstige, qui vient de la Hollande et qui entraîne aussi une équipe professionnelle là-bas, en première division. Dans le projet de la capitaine de l'équipe nationale féminine de volleyball, sport et études occupe une place de choix. Aussi à l'école, ça veut dire que faire des cours de vacances, aussi leur donner le matériel qu'il faut pour aller à l'école et puis pour pouvoir bien faire études et volley en même temps. Ancienne coéquipière de l'internationale sénégalaise, la technicienne néerlandaise vient prêter main forte. J'aimerais bien aider les gens. Et c'est pour ça que je suis venue juste pour aider les jeunes filles parce que je trouve ce que Fatou fait, le boulot ce qu'elle fait, c'est magnifique. Oui, on travaille différemment en Hollande, forcément, alors ça prend un peu de temps, mais là déjà, au bout de 2 jours, on voit la différence déjà. Sur le parquet de Marius Ndiaye, l'accent est mis sur le service et la technicité. L'objet de ce stage-là, on a mis l'objectif, le fond de jeu, ça veut dire qu'elle progresse en posture, en recep et en relance. Du 21 au 28 juin prochain, Fatou Diouk et Henriette continuent d'encadrer ces filles qui rêvent de porter le maillot national. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit. Et puis après ce journal, vous pourrez suivre comme tous les mardis l'œil du tigre avec Mathie et Moustapha Gueye. Un peu plus tard dans la soirée, vous aurez Ngonal avec Saner et ses acolytes. Et l'info continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. On vous retrouve demain. Agréable soirée sur cette antenne. Au revoir.